Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'actualité réglementaire et jurisprudentielle de la commande publique. Alors au cours des derniers mois, notamment la période estivale, un certain nombre de textes officiels, d'arrêts de jugement directement liés au droit de la commande publique ont été publiés. Alors, parmi ces textes, on recense notamment 3 arrêtés datés du 27 juillet concernant la dématérialisation, ainsi qu'un arrêté du 19 juillet précisant les conditions de passation et d'exécution des marchés publics des organismes de sécurité sociale. Sur le plan jurisprudentiel, le Conseil d'État a apporté quelques précisions s'agissant de la qualification juridique des contrats de mobilier urbain. Alors, au stade de la passation des contrats, la haute juridiction administrative s'est prononcée sur les éléments à prendre en compte lors des contrôles des décisions d'allotissement, mais aussi sur les critères de sélection des offres, ainsi que la régularisation éventuellement de ces dernières. S'agissant de la phase d'exécution, des précisions sont apportées concernant les délais en matière de décompte général, ou bien encore la condamnation solidaire d'un maître d'ouvrage et d'un maître d'œuvre. Dans le cadre de ce webinaire, Raphaël Appelbaum, avocat au sein du cabinet LexCase, vous propose de faire le point sur les apports de ces nouveaux textes et de la jurisprudence administrative la plus récente. Alors avant de vous laisser la parole, maître, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Merci Richard. Bonjour, donc Raphaël Appelbaum, je suis autour de la table avec donc Richard Do, je vous remercie pour l'invitation, Florent Cadra également du cabinet LexCase, de l'équipe. On a 40 minutes pour faire le point avec vous sur l'actualité de ces derniers mois. Bien entendu, il y aura peut-être des choses qui n'auront pas été dites et citées ce matin, parce que l'activité quand même jurisprudentielle, elle reste quand même assez dense. Mais on a fait une sélection des points peut-être les plus importants à retenir sur ces derniers mois. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on a voulu voir, c'est les textes effectivement de ces derniers mois, la première partie. Ensuite, deuxième partie, il y a toujours des questions, des contentieux sur la qualification des montages. Ça, c'est une particularité, je pense, française. Je sais qu'il y a des questions dans d'autres États membres, mais c'est vraiment un sujet français. On a encore du mal aujourd'hui à s'arrêter sur qu'est-ce qu'un marché public, qu'est-ce qu'une concession, qu'est-ce qu'une occupation domaniale, avec des contentieux qui nous rappellent toujours des frontières qui sont mouvantes sur ces sujets. Actualité au stade de la passation. Donc, avec des référés précontractuels, des décisions du Conseil d'État qui sont venues effectivement redonner, on l'espère, encore plus de liberté à l'acheteur public sur certains sujets, on le verra. Et puis, l'actualité au stade de l'exécution. Lorsqu'on est acheteur ou opérateur, eh bien, on sait que vraiment le cœur du sujet, c'est et les cœurs, parfois le nœud des problèmes se trouve dans l'exécution des contrats. On oublie trop souvent qu'on parle de marché public, mais ce sont des contrats publics d'affaires et que l'enjeu, effectivement, c'est la bonne exécution et l'exécution, elle dure par définition beaucoup plus longtemps que la passation. Voilà. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, sur le plan réglementaire, donc, il y a eu effectivement cet été, en plein mois d'août, je crois qu'on est dès la première semaine d'août, la publication de différents arrêtés qui viennent compléter l'architecture réglementaire en matière de dématérialisation. Alors, pas véritablement de grandes révolutions avec ces arrêtés. Ils viennent corriger des coquilles, donner des précisions, donner un cadre juridique pour que tout soit prêt pour le 1er octobre. D'ailleurs, ces arrêtés ont été publiés en août, mais ils rentrent en vigueur à partir du 1er octobre. Et donc, je vais ici vous en donner les grandes lignes. Donc, le premier arrêté de cet été sur l'open data, eh bien, on nous donne effectivement une nouvelle définition, en tout cas un nouveau périmètre des données à publier. Ce qui est important ici, c'est on fait une correction sur notification versus signature, mais c'est un point de détail. C'était une erreur effectivement dans la précédente publication. Ce qui est intéressant ici, c'est que les modifications qui résulteraient de la mise en œuvre des clauses de variation de prix, eh bien, ces modifications, elles sont exonérées de l'open data.
Juste une parenthèse, l'open data, c'est aujourd'hui finalement l'obligation qui est faite aux acheteurs publics, eh bien, de publier les données essentielles de leur marché public dans les 2 mois suivant eh bien, la notification du contrat. Alors là, on a pris l'exemple des contrats de concession, mais la règle est la même pour les marchés. En revanche, c'est ce qui est indiqué en rouge, toutes les autres clauses de réexamen, options, reconduction, tranches conditionnelles doivent toujours faire l'objet d'une publication sur le profil acheteur. Cette obligation d'open data et de publication des données essentielles, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. On a beaucoup d'interrogations effectivement sur le caractère obligatoire, mais bon, la règle aujourd'hui elle est claire. On a des interrogations sur le délai, mais aujourd'hui la règle est claire, c'est les 2 mois à compter de la notification. Et concernant le périmètre de ces données, eh bien aujourd'hui avec cette précision qui est donnée par l'arrêté, la règle est claire sur que faut-il effectivement publier sur son site. Alors, l'avantage avec cet arrêté, c'est que la durée de mise en ligne des données essentielles, qui était initialement de 5 ans, elle peut être réduite à 1 an si, donc il y a une condition, si l'acheteur publie également sur le site data.gouv.fr. Ce qui veut dire que si l'acheteur ne publie pas sur data.gouv.fr, eh bien, l'affichage de ces données essentielles doit être fait pendant 5 ans. Entrée en vigueur 1er octobre. L'autre arrêté de juillet sur les outils et dispositifs de communication électronique, je vais aller vite. Juste une précision, c'est que en dessous de 25 000, il y a encore effectivement une liberté. Il n'y a pas de démat en dessous de 25 000. Il y a une possibilité de faire de la démat en dessous de 25 000, mais il n'y a pas d'obligation. Juste aussi pour la démat, on pourrait en parler une journée. La dématérialisation qui rentre en vigueur, donc full démat, pleine démat à compter du 1er octobre, je vais prendre le risque de la résumer en quelques phrases. Donc prendre un risque parce que je sais qu'on va avoir énormément de questions, mais ce qu'il faut retenir de la dématérialisation, du moins de ce qui est en train de se passer en France, c'est qu'à partir du 1er octobre, eh bien tous les échanges entre les candidats, les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent être dématérialisés. Ce qui veut dire qu'ils doivent être électroniques, ce qui veut dire qu'ils doivent passer par un profil acheteur, par une plateforme qui est effectivement le profil acheteur. Et donc, ce qui veut dire que tous les acheteurs publics français doivent fonctionner avec un profil acheteur. Pas forcément le leur, parce qu'il y a, alors, pour les services de l'État, il y a une mutualisation qui existe. Pour les collectivités territoriales, il y a certaines mutualisations qui ont déjà été mises en place à l'échelle régionale et départementale. Mais la règle, c'est qu'à partir du 1er octobre, tout doit être dématérialisé. Alors cette règle, elle va dans les 2 sens. C'est que l'acheteur public doit utiliser à 100% le profil acheteur pour publier, communiquer, transférer, notifier. Et de l'autre côté, l'opérateur privé, eh bien, doit également utiliser cette même plateforme pour, eh bien, enregistrer, communiquer, envoyer, soumissionner dans le cadre d'un appel d'offres, en tout cas d'une procédure de commande publique. Autre précision et un résumé, la signature. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de signer les offres. Ce qui est clair, c'est rappelé par la DAJ, il n'y a pas d'obligation au sens des textes réglementaires et législatifs d'imposer la signature des offres dans le cadre d'une procédure d'achat. Donc, un opérateur privé peut tout à fait candidater sans avoir une signature électronique ou un certificat de signature électronique. En revanche, l'acheteur public il a la possibilité d'obliger, d'imposer dans son règlement de la consultation que les offres soient signées électroniquement. La DAJ a une position qui me semble tout à fait raisonnable sur ce sujet, dans la mesure où elle dit faites attention dans l'obligation que vous imposez dans vos règlements de la consultation concernant la signature. Elle dit ce n'est pas obligatoire, elle dit même ce n'est pas nécessaire au stade des offres. Elle dit, troisièmement, que ce qui est nécessaire et obligatoire, c'est bien entendu la signature du marché final. Et par marché final, eh bien, elle prend l'exemple de l'Atrien, qui est finalement la pièce angulaire du marché. Et donc, c'est simplement l'Atrien qui devra être signé. Et encore là-dessus, sur la signature de l'Atrien,
aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation que l'A-Trien soit signé électroniquement. Il n'y a pas d'obligation que l'A-Trien soit signé électroniquement, ce qui veut dire qu'on peut avoir de la full démat sur la passation, sur la transmission des docs, et au niveau de l'A-Trien, eh bien une signature papier qui sera ensuite rematérialisée, enfin dématérialisée plutôt, pour effectivement s'insérer eh bien dans le système d'archivage qui lui est en full démat. Voilà. Mise à disposition du DCE et copie de sauvegarde. Là aussi, beaucoup de questions sur la copie de sauvegarde. Ce qui est intéressant, c'est que la copie de sauvegarde, c'est une clé USB sur une feuille de papier qui est envoyée en parallèle de l'offre des maths. Voilà, c'est ça une copie de sauvegarde. Après, ça peut prendre d'autres formes, mais en général, c'est cette forme-là qui est la plus usitée. Et le but de la copie de sauvegarde, c'est que si jamais il y a un problème de bug au niveau de la démat, de la dématérialisation de la procédure et surtout de la soumission de l'offre, eh bien que cette copie de sauvegarde puisse permettre effectivement à l'acheteur de récupérer l'offre qui a été présentée. Donc, la question, c'est de savoir effectivement, et là je vous invite à regarder les deux points, comment doit être utilisée la copie de sauvegarde. Premièrement, lorsque le programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres qui ont été transmises. Donc, si jamais au niveau de la réception, de l'ouverture, il y a un bug, eh bien dans ce cas-là, l'acheteur public va pouvoir ouvrir la copie de sauvegarde. Deuxième hypothèse, lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète. Mais dans ce cas-là, il faut s'assurer que eh bien, le début de téléchargement a bien été opéré avant l'heure limite de réception des candidatures ou des offres. Bien entendu, la copie de sauvegarde, elle n'est pas obligatoire. Il y a des opérateurs qui pourront uniquement faire de la démat et ne pas faire de copie de sauvegarde. Eh bien, dans ce cas-là, s'il y a un bug au niveau de l'offre et qu'il n'y a pas de copie de sauvegarde, ça va effectivement nous amener dans des impasses. L'ADAJ a publié 2 guides qui sont extrêmement bien faits. Je les ai relus avant notre matinée. Je dois dire qu'il y a eu un travail de synthèse fantastique qui a été fait. Et donc, je vous invite à regarder, si vous êtes acheteur, directement le guide jaune qui est à gauche de l'écran pour les acheteurs, qui fait quoi, une 50aine de pages, qui est rédigé de manière très opérationnelle avec des questions-réponses et qui donne aujourd'hui le cadre pour faire de la démat. Donc aujourd'hui, tous les outils ont été publiés, ont été adoptés. Il y a juste à retenir que sur le volet de la signature, aujourd'hui, le cadre réglementaire et légal n'est pas encore finalisé. On a un arrêté du 12 d'avril 2018 qui donne aujourd'hui les caractéristiques techniques de la signature électronique, mais le cadrage juridique et légal n'est pas encore fini. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, la position de la DAJ est de dire, et c'est important, la signature des offres et des candidatures, c'est pas obligatoire. Deuxièmement, on ne recommande pas d'imposer une signature électronique. Troisièmement, même si l'offre n'est pas signée, eh bien, ne vous inquiétez pas, elle est engageante. Alors, c'est dit dans le guide, c'est vrai qu'il n'y a pas de position aujourd'hui du Conseil d'État sur ce sujet. Je rejoins la position de la DAJ, une offre qui n'est pas signée, qui est mise sur la plateforme du profil acheteur, oui, elle est engageante, même si elle n'est pas signée au sens électronique, au sens du Code civil. Je ne sais pas s'il y aura eu des contentieux là-dessus, mais je pense qu'il faut pas. La position de la DAJ est tout à fait bienveillante et elle est raisonnable là-dessus. Donc la signature, pour l'instant, on n'en parle qu'au niveau de l'A-Trien. Elle peut être électronique, mais elle peut être également papier. Alors, actualité des grandes catégories. Je disais en introduction que c'est toujours des sujets qui reviennent chaque année sur la qualification. Est-ce qu'on est sur un marché? Est-ce qu'on est sur une concession DSP? Est-ce qu'on est sur une véritable occupation domaniale et non pas sur une concession? Donc, mobilier urbain, eh bien, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Ici, avec Florent Gadra, on vous a remis effectivement l'historique des positions du juge administratif sur cette question de la qualification des contrats de mobilier urbain. 1980, ce ne sont pas des DSP car aucune mission de service public n'est confiée
à l'opérateur. 2005, les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics compte tenu de leur caractère onéreux, parce qu'il y avait un abandon de recettes. Hein, on a eu la même question dans les journaux municipaux. Mai 2013, certains contrats de mobilier urbain peuvent recevoir la qualification de convention d'occupation domaniale, à la condition que ces contrats ne satisfassent pas un besoin de la collectivité. Donc, on était encore dans le flou. Ce qui est important avec cette position du Conseil d'État, qui contredit une position de première instance, c'est la reconnaissance du contrat du montage comme une concession, dans la mesure où le Conseil d'État reconnaît un risque économique, un risque financier qui est transféré sur l'opérateur privé dans la gestion des espaces publicitaires sur le mobilier. Voilà. Donc là-dessus, la sécurité aujourd'hui, c'est de considérer effectivement cette dernière position du Conseil d'État comme étant un peu la pierre angulaire pour la définition. Peut-être que le sujet aujourd'hui est un peu différent parce que avec l'ordonnance de 2007 en matière de convention domaniale, vous le savez que la mise en concurrence rejoint les exigences que nous connaissons en commande publique. Donc peut-être que effectivement on aura moins de contentieux sur la qualification. Autre décision de mai 2018 du tribunal des conflits. Alors, je vais passer vite, je la donne juste ici pour référence. Dans les contrats de partenariat, on a l'habitude effectivement des conventions tripartites qui opèrent cession de créances et crédit bail. L'intérêt de cette jurisprudence, c'est eh bien de reconnaître une qualification de contrat administratif à la convention tripartite dans cette opération pour finalement donner priorité à la compétence du juge administratif. Et c'est vrai que cette question n'avait jamais été véritablement tranchée. On a vu des positions qui étaient contraires et discordantes entre le juge judiciaire et le juge administratif. Et donc là-dessus, le tribunal des conflits tranche avec cette décision en reconnaissant une compétence du juge administratif sur ce type de convention tripartite. Alors sur la passation, on a deux décisions de mai 2018 du même jour, mais sur des cas d'espèces différents, sur les questions d'allotissement. Vous savez que l'allotissement est la règle. À partir du moment où on a des prestations distinctes, l'acheteur public doit découper son marché en lots en suivant effectivement les différentes fonctionnalités de son achat. Et les contentieux existent effectivement sur le respect ou le non-respect de cette obligation. Si on prend le cas Atelier des Compagnons, la jurisprudence de gauche, on était sur des travaux de restructuration et d'extension d'un lycée, donc d'un établissement scolaire qui existait déjà. On n'est pas sur la création nouvelle. Donc on est en contexte de chantier vivant, ça veut dire qu'il y a déjà des usagers sur site, et l'acheteur public avait eu recours au marché global, et donc c'était inscrit dans une exception, hein, puisque le marché global par définition c'est une exception à la règle d'allotissement de l'article 32, puisque dans le marché global par définition, eh bien on intègre la conception et la réalisation au sens large du terme, sans faire de distinction entre les différents corps d'État. On a un contrôle du juge administratif qui, ici, s'attache aux raisons et justifications qui sont apportées par l'acheteur. Il est clair que s'il y avait eu aucune justification, aucune raison apportée par l'acheteur, il y aurait eu une censure automatique. Mais en même temps, ce qui est important dans cette décision, c'est de voir que le juge administratif, il reste à la fois dans un mode de contrôle, mais il reste quand même respectueux d'une certaine liberté de l'acheteur public sur ce sujet, dans la mesure eh bien, où il reconnaît que il n'y a pas d'obligation pour l'acheteur public de démontrer qu'il ne pouvait pas surmonter les difficultés qu'il avait identifiées. En revanche, le juge administratif vérifie que ces difficultés ont été identifiées, qu'elles sont sérieuses, et qu'elles ont été quand même réfléchies et établies dans le cadre du montage de la procédure. Donc ce qui est important ici, c'est que
on a une certaine liberté qui est reconnue à l'acheteur public, mais en même temps, le juge administratif va vérifier que le travail de démonstration et d'analyse a été fait. Ce qui est important aussi dans cette jurisprudence de gauche, Atelier des compagnons, c'est qu'on est sur un chantier vivant, avec des usagers déjà présents. Si on avait été sur un marché global pour la création d'un lycée, cette jurisprudence n'aurait pas été la même. Et je pense que le contrôle aurait été sur la censure d'un marché global. Donc, faire du marché global sur de la création de bâtiments ex nihilo, c'est autre chose. Là, on était sur de l'extension de la restructuration. La jurisprudence de droite au PH Hauts-de-Seine, on est sur finalement un allotissement géographique pour des prestations distinctes. On est sur des travaux tout corps d'État qui, en toute logique, regroupent des fonctionnalités différentes. Et bien là, l'OPH avait découpé son territoire par lot géographique. Et bien entendu, au sein de chaque lot géographique, il y avait un seul marché, et dans chaque marché, et dans chacun des marchés, il y avait des prestations distinctes tout corps d'État. Mais il y avait eu un allotissement. Il y avait eu un allotissement sur l'ensemble de la zone géographique qui avait été découpée en différentes parties de territoire. Donc, l'allotissement était géographique, il n'était pas technique, et il y a eu un contentieux. Le juge, là-dessus, eh bien, accepte finalement la position de l'acheteur public. Donc, c'est aussi une reconnaissance d'une certaine liberté. Le juge, là-dessus, sur cette décision, pour la première fois, énonce qu'il se limite à un contrôle restreint. Il ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, c'est une reconnaissance de liberté, mais attention, là aussi, il y avait un historique. Ça veut dire que l'OPH avait dans son dossier, en contentieux, prouvé que dans le passé, pour les mêmes fonctionnalités, il avait fait autrement, et ça s'était mal passé. Il y avait des problèmes de coordination, donc cet historique a permis au stade du montage de dossier à l'acheteur public de allotir géographiquement et de défendre son dossier devant le Conseil. Donc à gauche, Atelier des compagnons, on avait comme, je dirais, carte maîtresse le fait qu'on était sur du chantier vivant, et à droite, au PH Hauts-de-Seine, comme carte maîtresse ou comme explication de l'allotissement géographique, on avait l'historique des problèmes rencontrés dans le passé. En juillet 2018, Société Transport du Centre, le délai de remise des offres. Alors, c'est intéressant. Vous savez tous et vous respectez tous les délais réglementaires qui sont imposés par les textes en matière d'appel d'offres. Là, dans ce dossier, eh bien, l'acheteur public avait respecté le minimum de la remise des offres, qui est de 30 jours. Il avait accordé 34 jours. On est sur une procédure d'appel d'offres ouvert. Et le contentieux, c'était finalement le cadre du marché est tellement complexe et est assez difficile que, eh bien, ces 30 plus 4, ces 34 jours n'étaient pas suffisants. Il respectait certes le minimum, mais au regard de la complexité du marché, il n'était pas suffisant. En première instance, de mémoire, il y avait eu une censure sur ce dossier. Le juge de première instance avait dit oui, effectivement, les exigences de la préparation de l'offre sont élevées, elles sont complexes, et donc 34 jours pour faire cela, ce n'est pas suffisant. Et il y avait eu une censure. Le Conseil d'État remet de l'ordre là-dessus en rétablissant effectivement la liberté de l'acheteur public. Il rappelle qu'on a des délais minimaux qui sont fixés, mais ensuite, ils sont fixés non pas au regard de la procédure, ils sont fixés au regard du type de procédure, et que le contrôle du juge est un contrôle restreint. Et donc, il ne sanctionne que les situations qui révèlent une erreur manifeste d'appréciation. Et donc après, il rentre effectivement dans l'analyse du contexte, et là, il considère que 34 jours, c'est suffisant effectivement pour la préparation des offres au regard du CCTP et des exigences posées par l'acheteur public. Donc, en résumé, le délai minimum, c'est une évidence. Avoir un contentieux sur « vous nous n'avez pas laissé suffisamment de temps au-delà du délai minimum », aujourd'hui, contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du juge, et je dirais même simplement et seulement contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Alors bien entendu, s'il y a eu des offres irrégulières, des offres incomplètes, si la concurrence a été extrêmement faible, si le CCTP fait
80 pages, bien entendu que l'erreur manifeste d'appréciation ou le contrôle du juge pourrait porter à la censure. C'est un cas effectivement d'espèce, mais à retenir quand même une certaine liberté qui est reconnue à l'acheteur public sur cette question. Critères RSE. Donc, tous les critères en lien effectivement avec l'économie solidaire, les critères sociaux. Cette décision, elle était attendue. Elle était attendue parce que on avait vu sur le terrain des pratiques qui mélangeaient un peu tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé ici que l'acheteur public avait fixé un critère dans son appel d'offres qui était intitulé « Performance en matière de responsabilité sociale », 15%. Respect de l'égalité homme-femme, lutte contre les discriminations, sécurité et santé du personnel, stabilité des effectifs. Le juge administratif rappelle ici une règle, mais c'est pour la première fois une censure. Il rappelle une règle, c'est que chacun des critères que l'acheteur public choisit doit être en lien avec le marché public et précisément avec l'exécution du marché public. Et donc, en fin de compte, ici, c'est une censure. Le juge administratif, il dit, vous utilisez ici un critère, performance en matière de responsabilité sociale, qui est beaucoup trop général, beaucoup trop global, et qui ne se raccroche pas à l'exécution précise, circonstanciée du marché public. Et donc, c'est la censure. Alors, peut-être qu'il aurait fallu, pour l'acheteur public, préciser de manière donc plus détaillée son critère en disant performance en matière de responsabilité sociale dans le cadre de l'exécution du marché public à venir, respect de l'égalité homme-femme dans le cadre de l'équipe proposée pour l'exécution du marché public. Mais la faute ici, ou du moins l'erreur, ça a été justement de prévoir un critère beaucoup trop général. Donc, cette censure, elle était attendue parce qu'on savait sur le terrain qu'il y avait des critères qui étaient beaucoup trop génériques sur ce sujet. Donc, à retenir, Nantes Métropole, mai 2018, il faut que le critère RSE soit en lien avec l'exécution du marché. Et donc, aussi, il n'y a pas eu de discussion sur les 15%. Hein. En général, on a du 5-10%. Là, c'était 15%. La question n'est pas la pondération. Il y a aussi là-dessus une très grande liberté. On aurait pu avoir 20-25%. Je pense qu'on n'aurait pas eu de difficulté. Information des candidats concernant le critère des sélections des offres en DSP, 20 juin 2018, Compagnie des transports de la Riviera. Alors, on est sur une procédure de DSP avant réforme 2016. Et sur cette opération, eh bien, l'acheteur public, ou du moins l'autorité concédante, n'avait pas précisé la pondération entre les trois critères. D'accord ? Donc là-dessus, dans l'ancien régime, l'autorité délégante n'avait aucune obligation particulière de communiquer la pondération des critères. Ce qui est important avec cette jurisprudence, c'est de rappeler et de la remettre en compte dans le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du nouveau régime des concessions 2016, l'autorité délégante a l'obligation à minima d'informer les candidats de la hiérarchisation des critères pour les concessions dont la valeur est supérieure à 5,5. Et c'est là une des grandes réformes, effectivement. Après, sur le plan pratico-pratique, au point de vue opérationnel, au-delà du cadre juridique, bien entendu qu'il est important de hiérarchiser, bien entendu, et là c'est un avis de praticien, il me semble important de donner une totale transparence sur la pondération, pour justement que les candidats puissent affûter, présenter leur offre en toute connaissance de cause. Alors, c'est intéressant, 21 mars 2018, SCPA. Pourquoi c'est intéressant? Elle est intéressante, cette décision. Alors, cette décision, elle rappelle une chose que je pense nous connaissons tous et toutes, c'est que la régularisation des offres est facultative. Elle est facultative. Alors pourquoi elle est intéressante? Déjà parce que sur un plan de la science juridique ou de la science administrative, du contentieux administratif, on voit qu'une question aussi banale remonte jusqu'au Conseil d'État.
On voit qu'en mars 2018, on a encore besoin d'une décision du Conseil d'État pour rappeler cette évidence. Et cette évidence, c'est que eh bien, la régularisation des offres, elle est facultative, elle n'est nullement obligatoire. Nullement obligatoire. Il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation. Alors, je la cite ici, pourquoi? Parce que si c'est une évidence pour les acheteurs, parfois, effectivement, cela l'est beaucoup moins pour les opérateurs. Et donc, ici, vous avez un considérant de principe à copier-coller, à envoyer par email à des opérateurs qui pourraient s'interroger sur pourquoi n'avez-vous pas régularisé mon offre? Eh bien, parce que c'est une simple faculté. Conseil d'État 21 mars 2018. Cham, 25 juin 2018. Alors, là-dessus, le Conseil d'État est venu heureusement clarifier un sujet de contentieux qui était très inquiétant. Je vous redonne le contexte. C'est un contexte de référé précontractuel. Vous savez que lorsqu'un candidat évincé d'un marché engage un référé précontractuel, eh bien, il a l'obligation de procéder en même temps à une notification de son action auprès de l'acheteur public. Et dans ce dossier, eh bien, on a eu l'acheteur public à gagner en première instance en disant « moi j'ai été notifié ». Mais je n'ai pas reçu copie de l'accusé de réception de cette action qui avait été engagée devant le tribunal. Donc j'ai considéré que je n'étais pas totalement notifié, que je n'étais pas totalement paralysé dans ma signature. Donc j'ai signé. Et comme le marché est signé, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça a marché. Ça a marché devant le tribunal administratif. C'était tellement stupéfiant que c'est monté en cassation. Et là-dessus, le Conseil d'État, eh bien, censure effectivement l'argumentaire de l'acheteur et du tribunal en disant qu'il n'y a pas d'obligation de transmettre dans la notification l'AR, l'accusé de réception de la requête qui a été déposée devant le TA. Voilà. Donc, résultat des courses à retenir, quand vous, acheteur public, ou quand un acheteur public est touché par une notification qui a lieu en général par télécopie, parce qu'aujourd'hui c'est le moyen le plus sûr et le plus immédiat pour toucher un acheteur public. On peut penser à l'huissier, mais enfin bon, la télécopie fonctionne et non pas l'email. Lorsque l'acheteur est touché par la télécopie, il doit immédiatement suspendre la procédure d'attribution et donc ne pas signer le marché. Bien entendu, on rappellera que si cette notification du référé intervient alors que le délai de standstill est déjà écoulé, puisque le délai de standstill, c'est un délai qui préserve, qui gèle la procédure de signature, mais qui ne gèle pas l'action des candidats évincés. Donc, au-delà de 11 ou de 16 jours, un candidat évincé peut se dire « je subodore que le contrat n'est pas signé, j'engage un référé ». Et si le contrat n'est pas signé, effectivement, le référé est accepté. Mais si on est au-delà du délai de 11 jours ou de 16 jours et que vous recevez une notification de référé, eh bien, vous pouvez signer effectivement votre marché, bien entendu, si cela intervient le même jour. Et dans ce cas-là, la requête est irrecevable. Alors, dernière jurisprudence sur la passation, c'est tout récent, Cour de justice de l'Union, 20 septembre 2018. Et donc, c'est sur une procédure espagnole, mais le sujet pourrait très bien être rencontré en France. Dans cette décision, on est sur une procédure d'appel d'offres ouvert et l'acheteur public avait prévu une analyse des offres en 2 temps et sans négociation. En 2 temps, ça veut dire que en 2 tours, dans un premier temps, il examinait les offres en utilisant le critère technique, qui était sur 50 points, et avant de passer au second tour, il avait prévu dans son règlement de la consultation une règle de mort subite, en disant, eh bien, les candidats qui, à l'issue de ce premier tour, n'ont pas atteint un nombre minimal dans l'analyse technique, eh bien, exit, ils sont exclus et ils ne participent pas au deuxième tour. Alors vous allez me dire, oui, une note éliminatoire, c'est pas nouveau dans les marchés publics, vrai, mais là, c'était pas du tout le même contexte. Une note éliminatoire en marché public, ça, aujourd'hui, c'est validé, à partir du moment où ça a été effectivement divulgué, informé, renseigné dans le RC.
Mais là, c'était pas exactement le même contexte. Là, l'acheteur espagnol avait prévu donc un système à 2 tours avec une sanction de mort subite à l'issue du premier tour, sans pour autant qu'il y ait une négociation par la suite, hein, parce que on peut connaître la mort subite dans le dialogue compétitif ou dans la procédure concurrentielle et négociation, où là les textes donnent la possibilité à l'acheteur public d'exclure au fur et à mesure qu'on avance dans la procédure des candidats qui, passent pas la barre. Mais là, on en était dans une procédure d'appel d'offres ouvert, sans négociation, sans sélection des offres en cours d'analyse. Et l'acheteur public espagnol avait instauré donc ce système à 2 tours avec une mort subite dès le premier tour pour celles et ceux qui n'atteignaient pas 35 points minimum. Il y a eu un contentieux, enfin du moins une question préjudicielle, et d'où la position effectivement de la CJUE sur ce sujet. Et que dit-elle? Déjà, elle dit pleine liberté à l'acheteur public. Elle dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Je reconnais la liberté de l'acheteur public. Ça avait été informé, les opérateurs avaient été informés dans l'ERC, et donc oui, il est possible, dans une procédure ouverte d'appel d'offres, sans pour autant qu'il y ait de négociation, de procéder par 2 tours, en éliminant à l'issue du premier tour les offres qui n'ont pas reçu effectivement un minimum de points techniques. Alors, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que vous avez bien compris que le premier tour d'analyse ne portait pas sur une analyse complète des offres. Le premier tour d'analyse portait uniquement sur l'analyse technique. Et donc, c'est vrai que la critique, elle était légitime, de dire oui, mais dans ce cas-là, un opérateur qui a une offre technique moyenne et une super offre financière, eh bien, il se fait éjecter dès le premier tour, il ne passe pas au second tour. Or, le droit communautaire et le droit national en Espagne dit la même chose. L'acheteur public doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, et l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est un rapport qualité-prix, et donc en fin de compte, tout le système d'analyse est vicié par ce système. Cela n'a pas été la position de la CJUE qui a validé ce système à 2 tours. Alors, au-delà de la décision juridique qui est exposée ici, je dois quand même exprimer des réserves sur le caractère opérationnel ou du moins les dangers de cette procédure, parce que effectivement, vous pourriez, en instaurant un tel système, vous, acheteur public, vous retrouver au second tour avec un seul candidat, si vous avez mis la barre trop haute au niveau de l'analyse technique. Alors après, vous pourrez me dire, oui, mais l'analyse technique, c'est tellement malléable que finalement, si on se rend compte qu'on a un sujet, on pourra finalement se permettre un système enfin du moins une analyse douce pour repêcher des candidats. Mais je ne veux pas rentrer dans ces discussions. J'identifie simplement un risque économique au point de vue de la procédure si, en mettant la barre du premier tour trop haute, vous vous retrouvez simplement avec 1 ou 2 candidats, et puis aussi en vous fermant la possibilité de regarder une offre économiquement très intéressante. Actualité au stade de l'exécution. Alors, 27 juin 2018, société Merceron TP, c'est intéressant parce que ça revient, cette jurisprudence revient sur le calendrier, le mécanisme du décompte général et définitif tacite. On avait un marché réceptionné en 2015. Le titulaire du marché de travaux avait notifié son projet de décompte en juillet 2015. Et le titulaire a ensuite saisi le juge du référé provision pour obtenir le paiement du décompte général définitif, car l'opérateur considérait que ce décompte avait été tacitement obtenu compte tenu du silence du MOA, maître d'ouvrage, pendant plus de 30 jours. Et donc c'est sur la base d'un décompte qu'il considérait comme étant définitif tacite qu'il saisit le juge en disant mais voilà, ils n'ont pas répondu, donc je vous demande à vous d'ordonner le paiement, puisque ce décompte est devenu définitif par silence gardé. Et cette règle-là, elle est intéressante parce que elle remet effectivement, cette décision est intéressante parce que elle remet sur papier les règles en matière d'adoption tacite ou de création tacite du décompte général et définitif. Et c'est là où je vous invite à être attentif sur les points 1, 2, 3, 4. Premièrement, qui reprend effectivement le mécanisme du CCAG travaux.
Le titulaire envoie au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre son projet de décompte final dans des 30 jours à compter de la réception des ouvrages. 2. Le maître d'ouvrage transmet au titulaire le décompte final dans un délai de 30 jours. 3. En l'absence de transmission dans un délai de 30 jours par le maître d'ouvrage, le titulaire peut envoyer de nouveau au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre un projet de décompte général. Et ce dernier deviendra alors le décompte général et définitif tacite, en l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours. Et c'est s'agissant de l'étape numéro 1 que le Conseil d'État rappelle qu'en application du 13.4.2 du CCAG, l'expiration du délai de 30 jours prévu au CCAG est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte entre les mains d'une part du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne effectivement de communication doit viser le MOA et le MOE. Et dans cette espèce, le titulaire du marché, l'opérateur, n'avait pas notifié son projet de décompte final au MOE. Et donc, du coup, cette faute de communication, on peut parler de formalisme, on peut parler de procédure, mais c'est la règle. Cette faute, effectivement, de double communication simultanée, eh bien, empêche la création du décompte général et définitif tacite. Donc, si vous avez des sujets de décompte général et définitif tacite, aujourd'hui, la pierre angulaire pour véritablement vérifier que les choses ont été bien faites du côté de l'opérateur, ou si vous êtes un opérateur pour vérifier que vous faites bien les choses, Société Merceron TP, 27 juin 2018 du Conseil d'État. Alors, Société Valode et Pistre du 27 juin 2018, Conseil d'État. On est sur du marché de travaux. Un groupement titulaire d'un lot de construction sur un hôpital avait obtenu la condamnation solidaire du CH, du centre hospitalier, et du maître d'œuvre, s'agissant du paiement du solde du marché, ainsi que de la réparation de certains préjudices. Parce que dans les faits, le maître d'œuvre avait commis des fautes dans l'origine des retards dans l'exécution des obligations contractuelles du MOA. Alors, je ne vais pas lire le considérant de principe ici, mais ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, c'est premièrement, lorsque on est un opérateur privé et qu'on est dans un mode réclamatoire vis-à-vis de son MOA, on est dans une démarche contractuelle, de responsabilité contractuelle, mais en parallèle et devant le juge administratif, on peut très bien aller chercher une responsabilité délictuelle du maître d'œuvre. Pourquoi délictuelle? Parce que on n'a pas de contrat lorsqu'on est un opérateur privé avec le maître d'œuvre, et donc on ne peut pas aller chercher sa responsabilité contractuelle. En revanche, on peut très bien aller chercher sa responsabilité délictuelle en disant il y a eu des fautes au niveau de la conception, ces fautes m'ont causé un préjudice dans l'exécution de mon marché, donc je veux également que le MOE, que le maître d'œuvre soit autour de la table devant le juge administratif. Ça, le juge administratif, il admet. Et là, ici, vous avez une illustration, effectivement, de cette combinaison, de ce cumul de responsabilités. D'une part, responsabilité du maître d'ouvrage sur un plan de la responsabilité contractuelle au regard de ses fautes commises dans l'exécution de ses missions. Et puis, d'autre part, responsabilité délictuelle du maître d'œuvre au regard de ses fautes de conception en lien avec l'exécution. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, donc, d'une part, le juge administratif, le Conseil d'État, reconnaît effectivement ce cumul de responsabilités, et c'est important parce que si vous êtes opérateur privé, à 100% vous pensez responsabilité du MOA, mais vous oubliez trop souvent la responsabilité délictuelle du MOE, du maître d'œuvre, en lien avec l'exécution du marché. Et donc les deux aujourd'hui peuvent être discutés devant le même juge, devant le juge administratif. Ce qui est important dans cette décision, c'est que le juge administratif dit je suis bien d'accord pour condamner les deux, mais pas sur les mêmes sujets. Pas sur les mêmes sujets. Et donc la règle est donnée par le Conseil d'État dans cet arrêt. Il rappelle que il faut distinguer les condamnations pécuniaires qui sont liées à des fautes de l'exécution contractuelle, des fautes du maître d'ouvrage, et l'indemnisation, la condamnation indemnitaire qui est liée à des fautes du MOE. Et on ne peut pas dire que le MOE, le maître d'œuvre, va être co-solidaire, responsable de manière solidaire avec le MOA pour, par exemple, le paiement du prix du marché. Vous allez me dire c'est une évidence, mais le Conseil d'État remet de l'ordre comme ça
dans le partage de responsabilités, et puis le partage de responsabilités in solidum entre les deux. Conseil d'État, 7 juin 2018, Citral. Donc, on est sur une histoire de vice caché en lien avec du matériel roulant pour une flotte de bus. En 2005-2015, donc le Citral, donc qui est une entité adjudicatrice de transport, avait acheté une flotte de plusieurs bus. Certains de ces véhicules avaient subi des incendies inexpliqués, donc des dysfonctionnements. Il y avait eu une expertise, et puis à l'issue de cette expertise, bon, on avait quand même convenu qu'il y avait eu des problèmes au niveau de la fabrication. Et donc, du coup, il y a eu ensuite un contentieux indemnitaire, justement, en lien avec ces vices cachés. Et ce qui est intéressant dans cette décision, c'est l'analyse du calendrier des prescriptions. Hein, parce que si on prend la défense du vendeur de bus, du fabricant, sa défense était de jouer la prescription en disant « les vices cachés, je sais ce que c'est ». C'est 2 ans, mais vous avez laissé passer une prescription qui est la prescription de l'article 110.4 du Code du commerce, qui dit, en résumé, que tout litige intervenu dans un acte de commerce et de vente doit être mené devant les juridictions dans un délai de 5 ans, à compter de la vente. Et que, pour le fabricant, eh bien, cette garantie de vice caché qu'il reconnaît, qu'il assume, eh bien, qui est de 2 ans, elle aurait dû se réveiller, se déclarer, être discutée dans le cadre de ces 5 ans, avant l'expiration de ces 5 ans, et que c'était pas une garantie ad vitam aeternam. La discussion était intéressante et la position du fabricant, elle reposait quand même sur des décisions de jurisprudence qui, en partie, pouvaient lui donner raison, en disant que effectivement la garantie de vice caché, ça peut pas se réveiller à n'importe quel moment, ça doit être encadré par une prescription. Et pour le fabricant, c'était la prescription du 110.4 du Code du commerce, et le 110.4 du Code du commerce avait déjà été reconnu d'application sur des contrats publics. La réponse du Conseil d'État là-dessus tranche en disant que, eh bien, la prescription du 110.4 n'est pas applicable aux obligations qui sont nées d'un marché public. Donc, premier enseignement de cette décision, la prescription de 5 ans du Code du commerce, 110.4, L110.4, n'est pas applicable aux obligations nées d'un marché public. Deuxième enseignement, eh bien, la garantie de 2 ans, la garantie des vices cachés, c'est un délai de 2 ans, à compter de la découverte du vice, Et donc, un marché de 2010 ou de 2015, eh bien, on peut effectivement, aujourd'hui en 2018, demain en 2021, on peut réveiller une garantie de vice caché à compter de la découverte effectivement de ce vice. L'autre enseignement de cette décision, je ne l'ai pas mis ici, c'est qu'il y a quand même une règle supralegem, enfin supralegem, le terme n'est pas adopté, mais il y a une règle quand même qui dit que ça ne peut pas être ad vitam aeternam. Vous ne pouvez pas vous réveiller en 2021 en disant je me suis rendu compte la semaine dernière d'un vice caché dans un matériel qui a été acheté en 83. Le droit français encadre quand même ce mécanisme et la prescription générale serait de 20 ans. Ça veut dire de 20 ans à compter de l'acte d'achat, dans un délai maximum de 20 ans à compter de l'acte d'achat, on ne peut plus réveiller une garantie de vice caché au titre du délai de 2 ans. Alors, un bien acquis ou équipement réalisé avant la conclusion du contrat peuvent-ils être qualifiés de bien de retour? Cette jurisprudence donc du 26 juin 2018, préfet des Alpes, est intéressante parce qu'elle vient rajouter une pierre à l'édifice du cadre jurisprudentiel des biens de retour en ESP. On avait Commune de Douai en 2012, préfet des Alpes de Provence en 2018. La question ici, c'était finalement des biens qui avaient été acquis, réalisés par l'opérateur privé avant le début de la concession et qui avaient été intégrés dans la concession dès son premier jour, mais qui n'avaient pas été achetés, acquis durant la concession. Et la question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des biens de retour? Eh bien, la réponse du Conseil d'État, c'est oui. Oui, parce que, eh bien, cette mise à disposition des biens
emportent transfert immédiat dans le patrimoine de la personne publique. Ils sont nécessaires à l'exécution effectivement de la mission de service public. Eh bien, ils ont d'ailleurs été pris en compte dans le business plan et dans l'équilibre économique du contrat. Et donc, un bien de retour qui a été acquis avant le début de la concession, ou du moins un bien qui a été acquis avant le début de la concession, peut effectivement être qualifié de bien de retour. Et dernière jurisprudence, je crois, on terminera sur Théa de Montreuil de juillet 2018, Société A. On est dans le contexte de la fin anticipée et mouvementée effectivement du PPP Ecotax en 2014. Vous savez que ce PPP avait été interrompu en 2014 par Ségolène Royal en prononçant une résiliation pour motif d'intérêt général qui a donné lieu à expertise et contentieux. Pourquoi? Parce que l'opérateur privé, lui, avait engagé effectivement des frais, des investissements pour la réalisation de cette opération PPP sur 30 ans. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la société A, en l'occurrence, n'était pas titulaire du contrat de PPP, puisque le titulaire, c'était Ecomove. La société A était, le terme de sous-traitant est peut-être pas exact, mais en tout cas, était dans la chaîne contractuelle de l'exécution du PPP, mais n'était pas en lien direct avec l'État. Mais cette société a dit, écoutez, moi, je m'étais inscrit dans le cadre d'une exécution d'un PPP qui allait durer plus de 25 ou 30 ans. La durée, je me souviens plus de la durée. Ce contrat a été résilié par l'État, mais je considère que le motif d'intérêt général n'est pas sérieux, qui ne tient pas la route, et donc que cette résiliation anticipée de ce contrat est fautive. On n'est pas dans un sujet de responsabilité contractuelle, mais on est dans un sujet de responsabilité délictuelle. C'est une autre illustration du champ de la responsabilité délictuelle par le juge administratif. Et donc, en fin de compte, quelle était la question ici? C'était de savoir, est-ce qu'il suffit à l'autorité administrative et politique de mettre par écrit résiliation pour motif d'intérêt général pour que cette résiliation, ce motif soit indiscutable, et que finalement l'administration ait entière discrétion dans le choix du motif de résiliation? Le juge administratif dit non. Le juge administratif dit la résiliation pour motif d'intérêt général, c'est quelque chose qui doit être motivé et je contrôle effectivement cette motivation. Et là, le juge administratif dit sur le papier, dans l'instruction, vous n'avez fait état, vous, État, ministère, que d'allégations, vous n'avez fait état que d'hypothèses que je considère comme non sérieuses, ou en tout cas comme je considère qu'elles ne sont pas susceptibles de justifier, de motiver un intérêt général dans la résiliation. Et donc, si le motif d'intérêt général est balayé par le juge, eh bien, il constate que la résiliation a été décidée sans motif. Alors, elle n'est pas abusive. Le juge ne va pas jusque-là, mais il dit, c'est la règle en contrat administratif, il dit à l'administration, si vous mettez un terme à ce contrat sans pour autant être capable de justifier un motif d'intérêt général, eh bien, vous devez en payer les conséquences financières. Et les conséquences financières, eh bien, c'est la réparation du manque à gagner. Et ici, en l'occurrence, ça a été 10 millions qui ont été retenus au bénéfice de l'opérateur privé qui, je le rappelle, n'avait pas de lien contractuel direct avec l'État, qui agissait au stade et dans le cadre d'une responsabilité délictuelle. Il faut dire aussi là-dessus, c'est que sur les 10 millions, il y avait eu quand même une expertise préalable pour évaluer le préjudice. Mais la sanction a été ferme et très importante. Il y aura probablement appel de cette décision, mais l'utilisation des grands principes tels qu'ils ont été faits par le Théa de Montreuil me semble parfaitement en adéquation avec les règles du contrat administratif. Merci maître pour cette présentation donc, synthétique et très claire donc, des textes et de la jurisprudence. Alors je vous demande de patienter quelques minutes. Nous allons examiner les questions qui ont pu être posées pendant cette présentation. Donc je vous demande un petit moment, le temps que nous les examinions.
Bien, maître, je vous redonne la parole. Merci. Alors, première question, oui, à partir du 1er octobre, est-ce que les candidats pourront-ils toujours poser des questions par téléphone? Donc, bonjour, bonjour Arnaud et merci pour votre question. Alors, bon, moi je pense que là-dessus, le coup, il faut pas se faire peur avec la débatte. Un opérateur qui appelle pour avoir un renseignement, on va pas lui dire, on vous parle pas au téléphone, utilisez la plateforme. Oui, je veux dire, le contact téléphonique, il restera et il faut pas le bannir, il faut pas l'interdire. Maintenant, il y a aussi, au-delà du cadre légal, il y a quand même la transparence et puis aussi le caractère concurrentiel de votre procédure. Qui dit question dit réponse. Hein. Donc, si la question c'est simplement technique et simplement en lien avec les conditions d'accessibilité des pièces de la consultation, dans ce cas-là, effectivement, l'échange est téléphonique. Mais si la question porte sur un élément d'information en lien avec la substance même de la procédure d'achat, CCAP, CCTP, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, écoutez, dans ce cas-là, la réponse que je vais vous apporter nécessite une transparence avec les autres opérateurs et donc je vous invite à la formuler par écrit sur la plateforme. Est-ce que le pouvoir adjudicateur peut refuser une cession de créance de son titulaire à un tiers? Et si oui, sur quel fondement? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance de contentieux de refus de cession de créance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein, c'est que là, comme ça, à chaud, j'ai pas été impliqué dernièrement, ou en tout cas sur des refus. En pratique, en revanche, j'ai connu des situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ne souhaitait pas opérer, enfin que son titulaire opère une cession de créance, et donc tout simplement, il ne l'acceptait pas. Je dirais plutôt que le pouvoir adjudicateur est libre de ne pas accepter, Il n'accepte pas. Donc, à partir du moment où la créance n'est pas acceptée, eh bien, elle n'est pas véritablement cédée. En tout cas, l'établissement receveur dira au titulaire, ça ne marche pas puisqu'elle n'a pas été acceptée. Donc, si vous avez un problème sur la cession de créance de votre titulaire, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de ne pas accepter. Et ne pas accepter, je vais plus loin, ça veut dire c'est pas prendre une lettre pour dire j'accepte pas, c'est ne pas accepter, donc ne pas signer cette demande. Est-ce qu'on a l'obligation, est-ce que le candidat a l'obligation à compter d'octobre de renvoyer un acte d'engagement signé électroniquement afin que l'acheteur puisse procéder à la signature électronique du marché? Alors, si c'est prévu par le RC, la réponse est oui. Si vous dites au stade de l'attribution, la TRI1 devra être signée électroniquement, oui, ça peut être une obligation. Voilà, si c'est prévu dans votre RC. Après, si ce n'est pas prévu dans votre RC, je pense que c'est difficile effectivement d'en faire une obligation au stade de l'attribution, parce que l'attribution reste quand même l'étape ultime de votre procédure. Voilà, donc dans ce cas-là, il y aurait une signature papier qui sera ensuite dématérialisée. Et vraiment sur la signature, je vous invite à regarder le guide de la DAJ qui est extrêmement bien fait. À partir des questions, je crois 80-84, vous avez 15-20 questions qui s'enchaînent sur la signature avec des réponses qui sont très aidantes et très utiles. Alors, dans le cas d'une résiliation pour motif d'intérêt général, l'acheteur peut-il invoquer une insuffisance budgétaire? Alors, l'insuffisance budgétaire, c'est un sujet qui a déjà été analysé en contentieux au stade de la passation, infructuosité de la passation pour insuffisance budgétaire. Là, votre question, elle porte sur l'exécution, puisqu'on est en résiliation en cours d'exécution. Je dirais que je fais un parallèle entre les deux parce que je sais qu'en passation, le juge administratif demande vraiment à vérifier effectivement cette insuffisance budgétaire. Il demande des pièces, il demande des preuves et il est très rigoureux effectivement dans ce contrôle. Et je dirais qu'en résiliation, ça serait la même chose.
au stade de l'exécution. Expliquez-moi sur quelle base vous, puisque finalement vous aviez déjà prévu une enveloppe dans l'acte d'engagement au niveau qui a été signé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. Donc, pour quelles raisons, effectivement, vous êtes face à une insuffisance budgétaire? Et là-dessus, le juge administratif aurait tendance à dire, eh bien, les choix que vous avez faits sur d'autres opérations à droite, à gauche, ne doivent pas remettre en cause le contrat que vous avez signé il y a 2 ans. Je reprends la dernière question. Attendez, je vais... reprendre, ouais. Oui, alors une autre question. L'exemplaire certifié conforme est-il toujours obligatoire? Alors oui, l'exemplaire effectivement conforme ne disparaît pas. Il existe toujours. C'est pas impossible d'avoir effectivement des exemplaires papier. Et là-dessus, je vous renvoie, je me permets de vous renvoyer à la question A73 du guide de la DAJ. Hein, question A73 du guide de la DAJ, page 29, qui vous donne le cadre aujourd'hui sur le sujet. Donc on peut avoir encore aujourd'hui des exemplaires uniques papier. Même si la procédure a été démat. Écoutez, maître, je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes ces questions et donc d'avoir assisté, donc pour les participants, d'avoir assisté à ce webinaire consacré à l'actualité réglementaire et jurisprudentielle. Je vous indique juste qu'afin de compléter cette présentation, vous pouvez consulter le dossier du numéro de septembre de la revue Contrat public qui est lui aussi consacré à cette actualité. Voilà, je vous remercie.